Alors moi, aujourd'hui, je vous parle de la Suisse, pour changer, et puis de son attachement de plus en plus fort et de plus en plus actif avec ce qui l'entoure, puisque la Suisse, elle est au cœur de l'Europe et elle est au cœur de l'Union européenne, tout en n'en faisant pas officiellement partie. Mais on va voir que ça se rapproche quand même assez dangereusement, cette affaire-là. Donc, j'ai appelé cette chronique La Suisse au cœur de la mafia européenne. N'ayons pas peur des mots. Alors, je vous fais un bref historique de cette Union européenne qui comporte actuellement 27 pays après le Brexit, après le retrait du Royaume-Uni en janvier 2020, juste avant le Covid, qui est considérée comme la troisième puissance économique mondiale par son PIB nominal derrière les États-Unis et derrière la Chine, qui se compose de plus de 446 millions de personnes et dont le pouvoir exécutif est la Commission européenne avec Ursula von der Leyen, qu'on ne présente plus et surtout qu'on n'a jamais élue et qui est là depuis 2 mandats, malgré les multiples plaintes, condamnations, etc., sur en particulier les SMS, les fameux SMS qu'elle a échangés avec Bourla et pour lesquels on aimerait bien tous ici dans cette émission recevoir Frédéric Baldan prochainement. Alors, les pères fondateurs, petit rappel, il y en a plusieurs, il y en a plus que 4, mais là, j'en ai noté, j'en ai pointé 4, avec Jean Monnet et Robert Schuman, tous les deux très américanophiles. L'un président du mouvement européen, donc qui est vice-présidé actuellement par Daniel Cohn-Bendit, un grand pédo devant l'éternel, financé par l'ACUE, qui est le Comité américain pour une Europe unie, qui lui-même est financé par Fondation Ford et Rockefeller, et Jean Monnet, qui est aussi membre, donc président du comité d'action pour les États-Unis d'Europe, donc déjà États-Unis d'Europe, on a bien cette expression, soutenu également par l'ACUE, toujours donc par les fondations Ford et Rockefeller et aussi par le groupe Bilderberg. On a ce Walter Holstein que maintenant on connaît, qui était le premier président de la Commission européenne et qui est juriste, qui a été prof de droit dans l'Allemagne nazie, et il appartenait à plusieurs organisations nazies. Et puis enfin, Winston Churchill, qui lui parlait des États-Unis d'Europe, donc c'est lui qui est le plus connu sur cette expression-là, qui était le Premier ministre au Royaume-Uni et qui est l'un des moteurs de la création du Conseil de l'Europe, qui n'est pas une institution de l'Union européenne. On va faire la petite nuance tout à l'heure. Qui est précurseur donc, de l'Union européenne. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Simone Veil, il y a François Mitterrand, il y a plein de gens qu'on connaît d'ailleurs, qui sont aussi à la source de la mise en place de l'Union européenne. Je fais ce petit rappel pour qu'on voit la chronologie de la Suisse au milieu de cette mise en place de l'Union européenne. Alors, la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée officiellement le 8 mai de 1945. 4 ans plus tard, on avait l'OTAN qui voyait le jour, donc le 4 avril 1949, un an après l'OMS, hein, c'était le 7 avril 1948, j'en profite pour le dire. Et le 5 mai, donc un mois plus tard, 1949, voilà que le Conseil de l'Europe, qui est une sorte d'embryon de l'Union européenne, voit le jour avec 46 pays, enfin 10 pays fondateurs, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, et le Royaume-Uni, et puis 36 autres. Et la Suisse arrive dans ce Conseil de l'Europe en 1963. Vous savez maintenant que depuis un an à peu près, Alain Berset est le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est celui qui avait dit je crois que c'était janvier 2021, qu'il était contre la vaccination obligatoire Covid, par exemple. Alors, c'est des belles phrases qui ne sont pas vraiment suivies, mais en tout cas qui ont le mérite d'exister. Pour défendre les droits humains, en tout cas en apparence. Et voilà, donc en 1950, un an plus tard, on a eu la déclaration Schuman, donc, qui fait référence à Robert Schuman, présenté juste avant, pour une collaboration, une coopération politique en Europe. Et puis la CECA, c'est vraiment l'ancêtre de la CEE qui est devenue l'UE, c'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui concentrait 6 pays, qui reliait 6 pays, donc France, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Italie, Pays-Bas, qui est devenue la CEE, Communauté économique européenne, et l'Euratom, donc ça c'est l'Europe de l'énergie atomique. Le 19 mars 1958, c'est à peu près en même temps, enfin c'est la même année en tout cas que la Constitution française actuelle, le Parlement européen voyait le jour et entre 1973 et 1986, les 6 pays d'origine de la CEE sont devenus 12
pays avec l'entrée de l'Irlande, du Royaume-Uni, du Danemark, de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal. Et puis enfin, en 1992, le 7 février, le traité de Maastricht est signé. La CEE devient l'Union européenne. Elle absorbe 3 pays en fait, de l'AELE, qui est une alliance entre la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Et parmi ces 4 pays, un seul dit non à l'entrée dans l'Union européenne, enfin dans l'espace européen. À l'époque, on disait encore l'espace économique européen. C'est la Suisse. Ça, c'est grâce au peuple. On va voir après un petit peu le déroulé de ce qui s'est passé. De 1995, je vous l'ai fait un peu courte, à 2020, on a 16 pays qui ont adhéré à l'Union européenne et un pays qui est parti. Donc, c'est ce dont je vous parlais avant, le Royaume-Uni, le 30 janvier 2020. Ensuite, l'euro est né en 1999 avec les premières pièces et les premiers billets qui ont été en circulation en 2002 dans 12 pays. Et puis, vous vous rappelez tous du référendum en France et aussi aux Pays-Bas en 2005, entre le 29 mai et le 1er juin 2005. La Constitution européenne a été refusée par la France et le Pays-Bas, mais ils l'ont quand même obtenue avec le traité de Lisbonne quelques années plus tard. Voilà, donc les mains liées, on n'entend pas le peuple, ce n'est pas tout à fait nouveau. Mais disons que pour l'instant, la Suisse tient bon. Alors, on va refaire vraiment le déroulé historique tel qu'il est présenté par le site du gouvernement suisse avec les principales étapes. Alors, il fait des pages et des pages, mais j'en ai vraiment retiré les points les plus saillants d'après moi qui montrent vraiment l'évolution de la Suisse par rapport à l'Union européenne. Alors, 1961, la Suisse veut s'associer à la CEE, la Communauté économique européenne. Quand je dis la Suisse, c'est le gouvernement suisse, et qui propose le référendum au peuple, donc 1961, 1972, donc 10 ans plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard, le peuple approuve l'accord de libre-échange entre la Suisse et la CEE. Donc, on n'est pas dans la CEE, mais il y a un accord de libre-échange qui permet le commerce, qui s'appelle l'accord de libre-échange, ALE, c'est l'accord de libre-échange, avec une grosse majorité, 72, presque 73% de oui. Alors, ça, c'est la première étape. Mais, donc, le fameux traité de Maastricht est refusé par le peuple suisse, malgré la demande d'adhésion du gouvernement suisse à la communauté européenne, donc l'espace économique européen. Mais en décembre, le 6 décembre 1992, la Suisse, à un cheveu, refuse d'adhérer à cet espace économique européen, embryon de l'UE. On a une première salve d'accords commerciaux et de coopération qui s'appellent les accords bilatéraux. Bilatéraux parce qu'ils sont 2, donc il y a l'Union européenne d'un côté et la Suisse de l'autre, qu'on appelle les accords bilatéraux 1. Donc c'est la première vraiment package, c'est le premier paquet d'accords qui a été signé entre l'Union européenne et la Suisse. Donc c'était en juin 1999, juste avant l'an 2000, qui se lie dans 6 domaines, avec la libre circulation des personnes, les transports terrestres et les transports aériens, la suppression des entraves techniques au commerce, les marchés publics, la recherche et l'agriculture, avec des règles qui s'harmonisent. En fait, c'est pas, pour vous expliquer, ça n'est pas les mêmes règles, c'est-à-dire que la Suisse n'obéit pas à la Commission européenne, mais ces règles internes, ces règles nationales et cantonales s'accordent avec les normes européennes et sont complètement compatibles. Et puis, alors, puisqu'on a encore des outils théoriquement démocratiques, eh bien, le peuple a été amené à se prononcer et elle a approuvé à 67,2% les 7 accords bilatéraux des bilatérales 1. Et la Suisse a encore proposé au peuple qu'on adhère à l'Union européenne. C'était en mars 2001, mais le peuple suisse, encore une fois, en bloc, a dit non à l'Europe. C'était une initiative populaire qui a été refusée par le peuple à 77%, presque 80%. Tous les cantons, donc les 26 cantons suisses, ont refusé de faire partie de l'Union européenne. Alors, on a eu les accords bilatéraux 2, puisque vous savez, quand le peuple ne vote pas comme le gouvernement l'a décidé, eh bien, le gouvernement rentre par la fenêtre ou par la lucarne du grenier, enfin, il fait comme il peut. Et donc, se sont ouvertes de nouvelles négociations bilatérales dans 6 autres domaines, en plus de ceux que je vous avais montrés pour les bilatéraux 1. On a la fiscalité de l'épargne, donc tout ce qui est impôt sur ce qu'on a dans nos comptes en banque. L'espace de circulation Schengen, donc c'est ce qui nous permet de circuler entre les différents pays, y compris dans la Suisse.
malgré qu'on ait toujours des douanes, hein, mais que ce soit facilité pour les habitants de l'Union européenne. Les accords de Dublin qui concernent les demandes d'asile, donc ça, la Suisse est complètement raccord avec les accords de Dublin. Tout ce qui concerne les services, donc il y a une libre concurrence des services, il n'y a pas de préférence suisse. Les médias, donc c'est culture, cinéma, audiovisuel, l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse, tout ce qui est pension, donc retraite et autres, sont complètement harmonisés avec l'Union européenne. Ça, c'est déjà depuis 2002, ça fait plus de 20 ans. Et c'est en fait, ça a été, pardon, ça fait pas depuis 2002, ça fait depuis 2009, puisque entre l'ouverture des négociations et la finalisation et l'acceptation des accords et la mise en vigueur, il y a toujours un petit temps. Et en fait, la signature s'est faite en 2004 à Luxembourg, c'est là où il y a plusieurs institutions européennes, et le peuple a adhéré. Moi, j'ai appelé ça la méthode du saucisson, c'est-à-dire un accord à la fois, parce que ce qui est présenté au peuple, pour pas lui faire peur, c'est une fois ce sera sur les cinémas, une fois ce sera sur les services, une fois ça sera sur la fiscalité de l'épargne, etc. Et à la fin, tout le saucisson est avalé en 2009. Donc tous les accords sont passés pour tous ces accords-là, des accords bilatéraux 2. Ensuite, il y a eu une tentative de graver ces accords dans un accord général qui dispense la Suisse de devoir toujours réajuster ses accords avec l'Union européenne en fonction des évolutions, parce qu'il y a énormément d'accords hein, avec l'Union européenne, 120 en tout. Et donc cet accord permettait c'est ce que disait en tout cas le Conseil fédéral, de rénover, de consolider la voie bilatérale. C'est toujours des mots un peu diplomatiques pour dire qu'on en signe un et puis ça recouvre tous les accords et qu'on n'a pas besoin d'y revenir, pour soi-disant garantir la prospérité. Mais ce qui me fait beaucoup rire, c'est l'indépendance de la Suisse. Donc signer un accord qui verrouille la Suisse avec l'Union européenne permet, selon le Conseil fédéral et avec sa novlangue habituelle, de garantir l'indépendance de la Suisse. Donc ça me fait toujours rire ce genre de mots inversés. Mais cet accord cadre institutionnel, qui en soi n'explique pas grand-chose, dont j'ai beaucoup parlé à l'époque, en 2017, j'avais fait une vidéo là-dessus, eh bien, a été refusé, enfin, a été très critiqué par la population, et finalement, le Conseil fédéral ne l'a pas approuvé, a décidé de ne pas le signer 7 ans plus tard, en mai 2021. Donc, vu qu'il n'a pas été accepté, donc échec de l'accord cadre, les 120 accords bilatéraux en vigueur n'ont pas été gravés dans le marbre. Eh bien, l'idée donc du Conseil fédéral, c'était de continuer à négocier un accord qui ressemble à l'accord cadre, qui permette vraiment de dire une fois pour toutes, on est dans l'Union européenne et puis voilà quoi. Enfin, en tout cas, on obéit à sa réglementation. Alors en 2023, le 13 novembre, Macron, toujours en bon porte-parole de la classe avec tous ses camarades, on l'a vu pour Trump quand il demande que la je dis avec Trump parce qu'ils étaient ensemble il y a pas si longtemps à la Maison Blanche, mais c'est lui qui propose que la rencontre Zelensky-Poutine se fasse à Genève. Donc pour moi, c'est un peu le délégué de la classe, si on veut, pour moi en tout cas. Il veut accélérer l'accord Suisse-Union européenne. Il est très proche d'Alain Berset, vous voyez sur cette photo, qui a été pendant 12 ans conseiller fédéral chez nous, qui est le ministre de la Santé, entre guillemets, qui a mis en place toutes les lois liberticides depuis 2012 avec prétexte épidémie et pandémie. Donc ils sont très proches, ils sont dans les mêmes rassemblements, ils sont à Davos ensemble, enfin, etc. Ils sont très très proches. Et puis donc Macron qui veut accélérer les choses, on fait un petit récapitulatif à mi-parcours ici. Le 20 décembre, c'est là qu'un troisième accord est la Suisse tombe d'accord avec l'Union européenne sur un accord. Et donc à ce moment-là, on se dit, donc initié en 2014, les négociations en vue d'un unique accord cadre avaient été abandonnées en 2021, mais les discussions ont repris en mars 2024 et qui aboutissent à un nouvel ensemble d'accords bilatéraux. Mais avant de vous détailler le paquet d'accords, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon, j'aimerais faire une petite digression sur quelques lois européennes et quelques similitudes déjà qu'on a avec l'Union européenne dans des projets, par exemple, d'identité numérique. C'est ce que je voulais vous dire le mois dernier. Alors maintenant, on sait qu'on va devoir voter le 28 septembre 2025 sur l'identité numérique, dont on a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Alors, ce que nous dit Deloitte, donc le cabinet de conseil, qui est un des grands cabinets de conseil avec Ernst Young, avec PricewaterhouseCoopers, eh bien, il nous dit que d'ici 2030, l'Union européenne vise à ce que 80% des citoyens
dispose d'un wallet, donc d'un portefeuille d'identité numérique. On parlait des passeports biométriques avec Carlo juste avant, qui contiennent donc tout ce qu'on sait, l'identité, les comptes en banque, les données de sécurité sociale, le statut vaccinal, etc. Donc, que 80% de l'Union européenne, donc 360 millions de personnes, soient inscrits et ce wallet et les échéances données par Deloitte dans son article, qui date du 3 juillet, donc il y a un mois et demi à peu près, c'est que novembre 2026, c'est l'échéance pour que chaque État membre de l'Union européenne ait au moins un UD, donc c'est European Digital Wallet, qu'ils aient développé l'identité numérique pour leurs citoyens et que l'année d'après, novembre 2027, donc dans 2 ans, que toutes les entreprises des secteurs réglementés et les grandes plateformes désignées par le DSA, vous savez, le Digital Service Act, dont je vais parler dans une minute, acceptent le wallet d'identité numérique européen comme méthode valide de vérification d'identité. Alors, ça, c'est dans l'Union européenne. Et en Suisse, ben, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'on est amené à voter dessus dans un mois. La Banque mondiale propose de relier l'identité numérique aux données de paiement instantanées. L'identité numérique en Suisse est prévue pour s'inscrire pour les voyages, donc pour voyager, pour réserver des hôtels, pour la santé, montrer son statut vaccinal et acheter des médicaments, pour payer, pour ouvrir un compte en banque, pour signer des documents en ligne, pour gouverner. Ça, c'est l'article qui le dit. Et alors là, plus récemment, pour refuser d'être prélevé sur ses organes, puisque figurez-vous que le 15 mai 2022 en Suisse, on a naïvement voté sur un prélèvement d'organes par défaut. Et ça, je pense que vous avez la même chose en France. C'est-à-dire que si on ne dit rien, on consent à avoir un prélèvement d'organes pour autant qu'on soit en mort cérébrale et qu'on n'ait rien dit. Eh bien, l'État, enfin, la médecine peut prélever nos organes. Et donc, ce qu'on a appris, ce que j'ai appris récemment, ça, c'est le site de la Confédération qui le dit, que l'identité électronique, EID, ou identité numérique, devrait être disponible en 2026. Donc, elle suppose qu'on va voter pour. Hein, elle se fiche un petit peu du résultat, finalement. Elle prend ça pour acquis. Et qu'elle serait utilisée pour l'identification dans le registre qui permet de refuser le prélèvement d'organes. Donc, j'ai fait une petite vidéo il y a une semaine pour dire absolument non à l'identité numérique. Il y a une version de 2 minutes, 4 minutes ou 6 minutes pour expliquer un petit peu tout ce que ça recouvre en quelques minutes et qu'il ne faut vraiment pas qu'on tombe dans ce piège. Alors certes, c'est une action de mouton noir, Amélie, mais je pense que ça peut quand même nous aider de ne pas accepter cette identité numérique. D'autres lois européennes qui existent, on parlait de la liberté d'expression avec Carlo, notre Thierry Breton, qui heureusement n'est plus commissaire européen, a développé le DSA Digital Service Act, qui était commissaire européen au marché intérieur et évidemment Young Global Leader du WEF, il va sans dire, 1998, il a eu son adoubement. Il a mis en place cette loi européenne qui permet de contrôler toutes les plateformes connues de Google, donc tout ce qui est Google Maps, tout ce qui est YouTube, moteur de recherche, Google Play Store, Twitter, TikTok, parce qu'il s'est entretenu avec Elon Musk à l'époque, on s'en rappelle, Facebook, donc les groupes de Meta, de Zuckerberg, Facebook, Instagram, LinkedIn, Wikipédia et autres, donc 19 plateformes en tout, pour censurer la parole qui dérange, ou on pourrait appeler ça tout ce qui contrevient aux lois contre la haine et les propos injurieux, avec leurs critères à eux, on les connaît maintenant. D'autres lois, donc la loi sur la liberté des médias, donc c'est le Media Freedom Act, qui date dont les règles sont en vigueur, ça c'est Virginie Joron qui nous l'a dit, depuis 3 semaines, depuis le 8, même pas, depuis 2 semaines, le 8 août 2025, qui autorise, figurez-vous, l'arrestation des journalistes ou des fournisseurs de contenu, si et seulement si elle est justifiée, l'arrestation, par une raison impérieuse d'intérêt général. Alors je vous ai remis la loi exacte, donc cette loi qui dit en son article 4 que, tu vois, c'est souvent comme ça qu'ils le font. Les États membres ne prennent aucune des mesures suivantes: placer en détention, sanctionner, intercepter ou soumettre à une inspection les fournisseurs de services de médias ou les personnes qui pourraient disposer d'informations, sauf, alors c'est marqué, donc ça c'est l'article 3 qui dit ça, puis ensuite le 4, il nous dit que par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent prendre une mesure qui est visée à condition qu'une telle mesure soit justifiée au cas par cas par une raison impérieuse d'intérêt général. Donc, on ne peut pas mettre en détention des journalistes ou affiliés,
Mais on peut le faire quand même s'il y a une raison d'intérêt public, quoi, d'intérêt général estimé par on ne sait qui. Donc, C'est très flou comme concept, hein? c'est toujours très flou et c'est comme ça qu'ils peuvent justifier les pires abus, en fait. Il faut toujours lire les petites lignes, hein, parce que c'est le diable est dans les détails. Vous avez certainement vu passer cette loi européenne contre les vaches, moi j'appelle ça, parce que c'est soi-disant pour la santé, contre les maladies, mais c'est le règlement sur la santé animale qui vise en ce moment les vaches et aussi les chevaux d'ailleurs récemment, qui dit qu'on peut mettre à mort les troupeaux entiers si l'un des membres du troupeau est touché par une maladie de catégorie A, dont fait partie la DNC, dermatose nodulaire contagieuse. Voilà, donc on a eu des troupeaux entiers en Haute-Savoie et autour de la région de Genève d'ailleurs, qui ont été mis à mort et qui ont évidemment fait la tristesse et le désespoir des éleveurs et qui les ont ruinés accessoirement au passage pour des maladies pour lesquelles les vaches étaient vaccinées essentiellement, hein, parce qu'il y a je crois qu'il y a une période d'incubation de 14 de 21 jours, je crois, et même que parfois le délai a été agrandi. Donc ça veut dire que on vaccine les vaches, donc ça fait le beurre dans les épinards de tous les fabricants de ces injections. Et ensuite, on les tue. Voilà. Donc, double bénéfice pour des gens pour qui la vie ne compte apparemment pas vraiment. La Mais vie je sais pas dépend. si tu as vu, excuse-moi de te Non, non, couper, vas-y, vas-y, vas-y. j'ai vu un couple qui est de fermiers, qui avait d'éleveurs, qui Mmh. disaient que la viande, elle était vendue. Ils abattaient les vaches, mais que la viande était remise Écoute, su j'ai eu mal à la tête. il y a pas de petit profit, hein. Si on peut tuer, vendre de la viande contaminée, pleine de souffrance, pleine de stress en plus, je pense qu'ils vont pas se priver. Il y a de l'argent à se faire à tous les étages manifestement. Et qu'est-ce qui dit Écoute, que c'est pas justement la fameuse injection qui ah les ben rend voilà. malades, Ah tu bah sais? non, mais ça madame, c'est complotiste de dire ça, Ah les oui, médecins. je m'excuse, Oui, c'est vrai. non, tu penses bien. Non, Mmh. non, il y a aucun rapport entre un vaccin et une maladie, tu as bien Non, compris. bien Les sûr, vaccins ouais, sont là pour sauver des vies. absolument. Voilà. Oui. C'est très mouton noir, hein, tout ça, Eh Amélie. ouais, on reste dans le mouton noir malheureusement. Mais bon, Ah, j'en ai besoin pour expliquer. Après on pourra prendre nos ailes mais j'ai juste une dernière question. Cette maladie, ça faisait quoi physiquement aux vaches? et des espèces de nodules quoi, des Ah, espèces OK. de grosses. Simplement, c'est comme toutes les maladies en général, qui se voient, c'est-à-dire que le corps expulse, Oui, des c'est ça, toxines. exact. C'est un nettoyage de quelque chose à nettoyer à l'intérieur. Oui, d'accord, Ouais, oui, c'est ça. Ouais, oui. d'accord. Donc, ça serait peut-être que je vais faire, la complotiste de bas étage, peut-être que c'est d'autres vaccins qui peuvent donner ça, ce genre de toxines et de polluants qui fait que la vache ensuite, Mais a pourquoi besoin. ils les mettent à mort? Pourquoi qu'ils leur donnent pas un vaccin pour les Mais guérir? aussi, mais ils leur donnent le vaccin et après ils les mettent à mort. C'est ça le double effet qui se coule. Ah! OK, Mais oui. OK. Oui, Alors, beh oui, c'est la meilleure façon de soigner des animaux, c'est de les tuer en fait, dans leur logique à eux. oui. Mmh. Et de les tuer et de les tuer en troupeau. C'est un peu comme si Ouais. un enfant dans une classe est diagnostiqué avec la rougeole et on On tue tue du tous les monde. élèves de la Voilà. classe par Mmh. Bien sûr. prévention. C'est exactement Ah, la c'est même par logique. prévention! Et oui, Et c'est de c'est la par prévention. Oh, wow! Parce que et le reste maintenant du troupeau n'est pas malade, hein. non, 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 non. Ah, Et maintenant que le RSI avec le traité pandémie de l'OMS sont signés, je vous rappelle qu'il y a One Health dedans et One Health, c'est une seule santé, ça veut dire, animaux, plantes, humains, tous égaux devant la maladie. Heu, pour peu qu'ils appliquent ces superbes, idées de santé à l'humain, on peut imaginer le tableau quoi, ça fait froid dans le dos quand même. Enfin passons, ça c'est l'Union européenne démocratique, souveraine et je sais plus quoi, prospère et pour la paix, hein, toujours pour la paix, mais bon, il y a des sacrifices, hein, c'est comme à la guerre, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme dirait l'autre. Je suis ironique, hein, c'est de l'humour noir, je précise. On revient sur les paquets d'accords, donc le 3e acte de ce rapprochement dangereux, de la Suisse vers l'Union européenne. Les accords bilatéraux 3, autrement appelés le paquet d'accords, où cette fois, en sous-titre, j'ai mis «La Suisse cède sa souveraineté sur l'électricité, la santé, la sécurité alimentaire». Je développe après.
Donc, le 25 février 2023, ça c'est toujours dans mon déroulé officiel avec les points différents pointés par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a poursuivi sa discussion, nous dit-on, sur la politique européenne lors de la séance du 23 février 2022 et a adopté les grandes lignes du paquet de négociations avec l'UE donc en février 2023. Et puis, le 2 avril jusqu'au mois de mai 2025, le paquet d'accords a été paraphé, donc accepté sur le principe par le Conseil fédéral et la Commission européenne. Et puis le 13 juin, donc il y a 2 mois, 2025, le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation qui est en vigueur jusqu'au 31 octobre 2025. Consultation, c'est quand il demande à tous les acteurs économiques, politiques, civils, entre guillemets civils, hein, parce que le peuple ne se prononce jamais sur tout ça avant le référendum, pour voir un petit peu la tendance générale dans les milieux d'influence, je dirais. Et puis à la fin de cette consultation, il y a une signature qui est prévue pour début 2026, après quoi il y a un message qui est soumis au Parlement, et puis ensuite le Parlement doit voter, donc accepter, ratifier, et puis ensuite peut-être qu'il y a un référendum, mais c'est pas sûr, il est facultatif en tout cas, c'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, c'est ça le principe. Alors, avant d'aller sur le référendum, quelques petits détails, quelques petites précisions sur le paquet d'accords qui a été conclu, je dirais informellement presque, entre l'ancienne présidente suisse qui depuis a démissionné, hein, depuis mars 2025, elle n'est plus en poste, avec le chef de la sécurité et puis le chef des armées, d'ailleurs, au passage, hein, en Suisse, début 2025. Donc avec Ursula, donc c'était cet article qui est sur toute l'Europe le 20 décembre 2024, qui a été qui montre le jour de l'accord entre la Suisse et l'Union européenne, de ce 3e paquet d'accords. Le vendredi 20 décembre, donc la Commission européenne et la Confédération helvétique ont conclu un paquet d'accords visant à moderniser, toujours des mots un peu flous, leurs relations. Régie par plus de 120 textes. Et Ursula, elle est rayonnante parce qu'elle qualifie d'historique, un peu comme Tedros quand le traité pandémie a été signé, a été accepté par consensus donc il y a quelques semaines, mois, qualifié d'historique par Ursula, donc cet accord historique. Moi, je me méfie toujours quand ces gens-là parlent d'accord historique, je me dis dans quel sens ça va abîmer nos vies, détruire nos vies. Le paquet d'accords met à jour les 5 accords existants sur la libre circulation des personnes, la reconnaissance mutuelle des évaluations de conformité, en gros les mêmes normes, harmonise les normes, transport terrestre, transport aérien, agriculture, y compris les produits transformés, les OGM dans l'agriculture. Et il y a 3 nouveaux domaines qui sont concernés par ce paquet d'accords: l'électricité, la sécurité alimentaire et la santé. Tout ce qui est très actuel dans la transformation numérique, vaccinale, alimentaire, avec l'agenda 2030 qui arrive gentiment dans 5 ans. Donc, il s'agit d'harmoniser tout pour que la Suisse soit prête à mettre en place les gros changements liberticides prévus sur l'électricité, avec le tout électrique, avec toute la surveillance, avec tout ce qui est prévu, les smart cities et autres villes de 15 minutes, sécurité alimentaire et santé avec les prochaines pandémies qui sont prévues au programme. Alors, ce qui est prévu aussi, c'est des accords concernant la recherche et le numérique, et également des accords monétaires, je dirais, avec une contribution obligatoire de la Suisse qui, déjà depuis 2024, doit verser 140 millions d'euros supplémentaires par an à l'Union européenne et qui, à partir de 2030, devra verser le double, plus du double, presque 400 millions d'euros par an pour des projets communs, notamment migratoires. Mais entre-temps, on a le projet Horizon Europe qui s'occupe de la recherche, Erasmus, bon ça on connaît, hein, qui permet aux étudiants de voyager, et Euratom dont on a parlé avant, qui parle de l'énergie atomique, ITER qui parle de la fusion nucléaire comme une source d'énergie illimitée, fusion nucléaire, ça c'est quelque chose dans lequel maintenant la Suisse veut prendre part. EU for Health, ça veut dire l'Union européenne, l'Europe pour la santé, auquel la Suisse ne fait pas encore partie, donc qui rêve d'en faire partie, et puis l'Europe numérique, la Digital Europe. Et on nous dit que dès le 1er janvier 2025, donc ça fait déjà 8 mois, des dispositions transitoires permettent aux acteurs suisses d'y avoir accès. Même si on ne signe pas, même si le peuple n'est pas d'accord, eh bien, ces accords
ont été inclus dans la collaboration avec l'Union européenne, qu'on le veuille ou non. On parle aussi, ça c'est dans toute l'Europe, encore l'article de toute l'Europe qui nous dit que une clause permettrait de suspendre la libre circulation des personnes. Par hasard, si une pandémie est déclarée, on nous dit lorsque celle-ci entraîne de graves problèmes économiques ou sociaux. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, l'immigration orientée pour les besoins de l'économie, hein, tous les travailleurs pour l'économie suisse, ne seront pas entravés par cette fermeture de frontières. Alors, il faut quand même l'aval du peuple, mais un petit peu comme avec l'identité numérique qui, quand on n'est pas d'accord, parce qu'on avait refusé l'identité numérique en mars 2021, eh bien, on est amené à revoter. Je pense que l'Union européenne a ce qu'il faut en matière de remettre le métier sur la table et nous faire voter éternellement jusqu'à ce qu'on vote oui. Donc, il faut l'aval du peuple et du Parlement. Alors, cependant, ce qu'on nous dit il y a 4 mois, il y a 4 mois, le 30 avril 2025, c'est que le paquet d'accord avec l'UE ne devrait être adopté qu'à la majorité des peuples et non pas à la majorité des peuples et des cantons, parce que normalement, pour les grosses lois, les gros référendums, on doit à la fois avoir la majorité des peuples qui soient d'accord avec la loi, mais aussi la majorité des cantons. Or là, les cantons seront dispensés d'être majoritaires pour que le paquet d'accord soit accepté. Et on nous dit que le Conseil fédéral s'est prononcé pour un référendum facultatif. Ça veut dire que le référendum n'est pas obligatoire et que pour qu'on puisse éventuellement voter dessus, il faut qu'on réunisse dans les 100 jours les 50 000 signatures nécessaires pour pouvoir voter sur ce truc qui nous concerne vraiment directement et que le Parlement ensuite aura le dernier mot. Donc, ce n'est pas très rassurant. On rappelle quand même cette petite entrevue entre Karine Keller-Sutter, notre nouvelle présidente de cette année, avec Ursula à Davos, le 21 janvier 2025, avant l'ouverture officielle, juste avant. Elles se sont rencontrées pour parler justement du paquet d'accords entre l'Union européenne et la Suisse. Mais on ne sait pas vraiment le contenu, parce que c'était privé, figurez-vous. Mais il est indiqué dans cet article, qui est donc fourni par notre agence nationale de presse, que le Conseil fédéral a indiqué vouloir soigner ses relations avec l'Union européenne lors du WEF à Davos. Allez, on a presque fini cet accord, enfin en tout cas l'accord préalable sur les programmes que je vous ai indiqués avant, sur le Digital Horizon, etc., le EU for Health, etc., est prévu pour ce mois de novembre, la signature provisoire de ces accords pour les programmes de l'UE, donc Horizon Europe, Euratom et Digital Europe, et que la participation à EU for Health, elle est prévue au moment où le paquet d'accords sera conclu. Il normalement devrait entrer en vigueur au plus tard en 2028 avec effet rétroactif au 1er janvier de cette année. Le paquet d'accord, c'est ce que nous dit en tout cas l'agence télégraphique suisse, donc l'agence de presse suisse, et qu'il faudrait une ratification au plus tard d'ici 2028. La NZZ a fait donc c'est le groupe de presse le plus important en Suisse alémanique, a fait une enquête et nous dit que en gros, la Suisse s'engage à adopter en permanence les futures réglementations de l'UE. Donc avec ce paquet d'accords, l'UE décide et la Suisse applique. Donc, le référendum ne serait manifestement plus utilisé puisque la Suisse serait sous la tutelle juridique de l'Union européenne avec ce qu'ils appellent l'adoption juridique dynamique. Vous avez toujours des termes flous pour désigner des choses hyper graves. Voilà, donc les principaux domaines qui concernent la Suisse et l'Union européenne sont au nombre de 24 avec 120 accords en tout. Ça concerne la recherche, les marchés publics, le commerce, l'agriculture, transport aérien, transport terrestre, la libre circulation des personnes, l'espace Schengen, les accords de Dublin, la fiscalité de l'épargne, la lutte contre la fraude, produits agricoles transformés, l'environnement, la statistique, le milieu audiovisuel, cinéma culturel, les pensions, avec BlackRock qui chapeaute tout ça, le libre-échange, les assurances, transport de marchandises, la jeunesse et tout ce qui va avec la formation, la navigation par satellite, le droit de la concurrence, l'échange des quotas carbone depuis 2020, d'émissions de quotas carbone, tout à fait compatible avec l'Union européenne, et un truc qui s'appelle coopération Prüm, c'est soi-disant pour lutter contre la criminalité transfrontalière avec l'échange de données biométriques, avec les empreintes digitales, les profils ADN et aussi les plaques d'immatriculation, les données qui sont sur nos plaques d'immatriculation pour être bien traçables partout, y compris en Suisse. Ma conclusion, pour éviter d'être des vaches à lait et que les nôtres soient bien gardés,
je reste dans le registre de la vache. Cette loi qui force à trahir les éleveurs dont je vous ai parlé avec les mises à mort de troupeaux, eh bien, sachons garder une saine distance avec l'Union européenne. Et j'ai demandé à Marguerite si elle était d'accord. Elle m'a dit me, et je pense que ça veut dire oui. Voilà, voilà. Mais oui, merci Chloé. Oui, C'est toujours extrêmement complet et instructif de t'écouter au niveau de tes chroniques. Voilà. merci, Absolument. Merci merci. beaucoup.